et nous allons essayer de parler et de discuter avec lui sans pour autant prendre du temps. Je tiens à introduire et amener mon invité avec moi. Bonsoir, Monsieur Bernard. Bonsoir, enchanté de faire votre connaissance. Merci aussi de faire votre connaissance. Comment vous allez? Ça va bien. Il fait chaud à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez un peu vous introduire pour que notre audience sache et qu'ils savent à qui on a affaire? Écoutez, je suis avocat. J'ai commencé ma carrière en 1978, donc il y a bien longtemps maintenant. Et le hasard de ma vie, parce que je n'appartiens pas à une famille qui était impliquée dans la vie en Afrique, mais le hasard de ma vie professionnelle m'a amené un jour dans la région des Grands Lacs. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance à ce moment-là d'un monsieur très sage qui m'a beaucoup appris sur la région. C'était bien avant les événements de 1994 au Rwanda. J'ai vécu de très près ces événements qui, comme pour tout être humain, je dirais, vous bouleversent, transforment votre vie. Et ce monsieur avec qui je travaillais avant les événements était un homme très attaché à travailler à la reconstruction à long terme de cette région de façon pacifiée où chacun pouvait retrouver ses droits et une sécurité d'existence dans le respect de chacun en arrêtant la haine et les discours de haine. Et c'est comme ça que petit à petit, j'étais amené à prendre en charge des défenses. J'en ai prise au Burundi, j'en ai prise au Congo, j'en ai prise en fait un peu partout en France. Et c'était un peu mon destin. J'ai eu plutôt des dossiers qui ont été confiés par mes amis africains et dans lesquels ils me demandaient un peu de les accompagner dans leur combat et dans leur route, ce que j'ai fait. Voilà. Merci. Si nous devons entrer dans les vifs du sujet, maître, commençons par l'essentiel. Vous avez saisi la Cour pénale internationale ce 14 août 2026. Qu'avez-vous exactement remis à la CPI au nom de la communauté Banyamulenge? Alors en fait, nous avons remis au bureau de la CPI un dossier assez épais qui contient d'abord des témoignages qui ont été recueillis dans les 3 semaines qui précèdent, dans le mois qui précède, parce que je travaille avec des avocats de Bukavu, de Lubumbashi, de Kinshasa. Donc, ce sont des équipes d'enquête basées dans la région des Grands Lacs qui se sont rendues à Minembwe et qui ont été procédées aux auditions de témoignages directs des victimes des bombardements qui sont intervenus ces derniers temps. À ça s'ajoute des photos, des vidéos, des enregistrements, mais également une série de pièces, notamment un travail d'analyse très approfondi qui a été fait par un professeur d'université qui est Banyamulenge, mais qui enseigne aux Pays-Bas, qui s'appelle Félix Ndahinda, qui se penche depuis des années sur les discours de haine dans la région des Grands Lacs et qui a fait une analyse de tous les discours de haine qui ont été produits ces dernières années et la façon avec laquelle finalement les auteurs des discours ou les contenus des discours ont été validés par le pouvoir. Nous avons aussi déposé un rapport d'un bureau d'avocats américain, un gros rapport qui contient l'historique de la crise qui a frappé les Banyamulenge ces dernières années, comment le
le temps passant, on a voulu les ostraciser et les amener finalement derrière les clichés qui s'appellent vous êtes des Rwandais ou vous êtes des ennemis du Congo, vous n'êtes pas de vrais Congolais, tout doucement à justifier le temps passant le permis de tuer qui a été délivré finalement par l'appareil d'État congolais à leur encontre. Si je comprends bien, vous avez remis, c'était des rapports, des communications, ou c'était juste des analyses liées à la question de Banyamulenge? Non, nous avons toutes les preuves des discours de haine, nous avons des témoignages. De toute façon, moi je recueille des témoignages de Banyamulenge sur ce qu'ils ont vécu depuis pratiquement 2018-19. Et nous avons... Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous étiez motivé par quoi pour juste prendre la situation des Banyamulenge? Écoutez, comment ça s'est passé? C'est en fait des Banyamulenge qui étaient basés dans la diaspora en Grande-Bretagne, qui avaient un peu vu mon engagement et qui m'ont convié en Grande-Bretagne pour un premier rendez-vous. Donc je me suis rendu pour les rencontrer et dans un premier temps, ils ont proposé que je me rende à New York pour voir les responsables de la diaspora Banyamulenge basée aux États-Unis pour qu'ils m'expliquent la situation. Donc j'ai rencontré des Banyamulenge là-bas et au fond... C'était qui que vous avez rencontré, si on peut savoir le nom? C'est les dirigeants de Amahoro Peace et donc les personnes qui sont là, je les ai rencontrés. Je ne vais pas vous citer tous les noms, mais je pense bien que j'en ai rencontré vraiment énormément parce que Donc si on comprend bien, c'est Amahoro Peace Association qui est derrière la plaque. Pas Amahoro Peace Association seul. Vous avez vraiment toute la communauté Banyamulenge. Pour vous dire, par exemple, la plainte qui vient d'être déposée identifie l'ensemble des associations de la société civile qui ont soutenu la plainte et qui ont donné mandat. Donc les centres de santé, les églises, les universités, les écoles, toutes ces organisations de société civile qui sont basées à Minembwe nous ont donné des mandats de représentation. Nous avons aussi des mandats donnés par des personnes physiques à titre individuel. Et derrière cela, je constate, parce que vous savez qu'il y a eu tout un débat qui est apparu pour savoir qui soutenait vraiment les Banyamulenge. Est-ce qu'il n'y avait pas... finalement, est-ce que nous ne représenterions pas une minorité? Je crois que, au contraire, je crois que la grande majorité des Banyamulenge, qu'ils soient dans la diaspora ou qu'ils soient à Minembwe, soutient vraiment notre démarche. D'ailleurs, j'espère, le temps passant, pouvoir me rendre, parce que j'étais évidemment assez menacé, mais j'espère pouvoir me rendre pour rencontrer la population sur place et continuer à dialoguer avec eux sur ce qu'ils ont vécu. Donc, si je comprends bien, vous avez été seul physiquement à Minembwe et vous avez mené des enquêtes, vous avez discuté avec les gens? Non, moi, ce sont des avocats qui travaillent avec moi, une équipe d'enquête, qui était dirigée par Maître Amédée Kamota, avec une équipe d'enquête qui s'est rendue à Minembwe. À qui avez-vous remis la plainte? Des mandats de représentation, etc. À qui avez-vous concrètement remis la plainte? Et nous avons remis la plainte ici. En fait, quand vous allez à la Cour pénale internationale, vous avez un système de boîte aux lettres dans lequel, en fait, ce n'est pas une plainte, c'est une communication article 15. C'est-à-dire que vous dénoncez des faits au bureau du procureur. Le bureau, les gens dans le langage courant disent c'est une plainte, mais techniquement c'est une communication article 15 et le bureau du procureur reçoit les documents
et puis entame une procédure d'analyse qui peut prendre d'ailleurs un certain temps. Donc, si nous devons, nous les communs des mortels, qui ne sont pas juridiques, nous pouvons dire que ce que vous appelez une procédure, c'est-à-dire pour nous les communs des mortels, c'est ce qu'on appelle une plainte qui a été déposée au niveau de la CPI. C'est ça. C'est comme ça que les gens le qualifient. Et nous, techniquement, c'est une communication article 15. Et ça couvre quelle période la communication, comme vous le dites? Alors, en fait, vous savez, nous avons envoyé les premiers dossiers, en fait, à la Cour pénale internationale en 2023. Parce que les premières plaintes que nous avons déposées au début des années 2021-2022 et que nous avons adressées aux autorités judiciaires congolaises n'ont pas été suivies d'effet. Et donc, nous avons estimé à l'époque, et nous avions déjà des dizaines de mandats d'habitants de Minembwe, nous avons estimé à l'époque que nous devions à tout le moins informer le bureau du procureur. Donc, nous avions déjà transféré une série d'éléments d'information concernant ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire à partir de 2017-18 jusqu'à 2022-23. Et puis après, nous avons fait 4 courriers à l'attention du bureau du procureur. Et ceci est maintenant beaucoup plus formel. C'est une communication solennelle avec si vous avez suivi ça sur les réseaux, vous avez vu que nous sommes allés avec les représentants des associations de la diaspora pour déposer le document dans la fameuse boîte. Mais si vous dites que c'est depuis 2023 que vous avez commencé à remettre ce que vous appelez communication, mais pourquoi jusque-là les enquêtes ne sont pas menées? Est-ce que c'est dans la procédure normale ou comment? Écoutez, vous savez, moi j'ai une longue expérience de la relation avec la Cour pénale internationale. J'ai été amené à déposer des plaintes en 2015 au bénéfice des jeunes Burundais qui avaient été réprimés par le pouvoir au moment des manifestations contre la demande de troisième mandat ou l'exigence de troisième mandat qui avait été formulée par M. Nkurunziza. Il a fallu pratiquement 2 ans pour que les enquêtes préliminaires soient décidées. Et puis après ça, nous avons maintenant 8 ans d'enquête qui sont en cours, auxquels nous avons participé parce que les équipes d'enquête nous ont contactés et nous ont demandé de collaborer. Donc ici, exactement, nous sommes dans ce genre de situation, c'est-à-dire que si vous regardez ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'il a fallu un certain temps pour qu'à la Cour pénale internationale, on décide qu'il fallait avancer sur la collecte d'informations, sans qu'on soit au stade des enquêtes préliminaires, mais on l'a fait. Sur la collecte d'informations qui privilégie les événements au Nord Kivu, et c'est mis noir sur blanc si vous allez sur le site de la Cour pénale internationale. Et donc, il faut maintenant que la Cour pénale internationale s'intéresse à d'autres situations. Nous avons toujours dit de notre côté que nous avions beaucoup d'éléments concernant ce qui s'est passé au Sud Kivu avec les Banyamulenge, concernant ce qui s'est passé en Ituri avec les EMA, puisque moi j'ai aussi été saisi par les mutualités EMA, et puis concernant ce qui se passe au Katanga depuis pratiquement plusieurs années et qui a fait l'objet aussi d'une communication article 15. Pratiquement, je vais dire, vous accompagnez toutes les communautés congolaises. Mais écoutez, c'est une chose que je n'ai pas cherchée, mais qui me tombe dessus. Vous avez raison. Et chaque fois, c'est assez intéressant pour moi comme homme, c'est qu'à chaque fois j'ai eu des interlocuteurs différents. Donc les Banyamulenge, je vous ai raconté comment ils sont venus me voir.
Les mutualités de Tutsi, du Massissi sont venus me voir également. Puis j'ai eu, je l'ai dit d'ailleurs dans une autre interview, à l'intervention de Monseigneur Ngabou, qui était l'évêque de Goma et qui était un Emma, d'origine familiale Emma, qui avait donné mon nom, et j'ai été en contact avec les membres de la communauté Emma, et notamment la mutualité d'Emma localisée à Bunia. Et puis après, c'est les organisations syndicales de Lubumbashi et de Kolwezi et la société civile katangaise qui sont passées. C'est chaque fois, ça me frappe beaucoup, des structures humaines et sociales différentes, mais c'est chaque fois des grandes tragédies quand même. Ce ne sont pas des dossiers que l'on peut gérer à la légère. On a une responsabilité importante comme avocat face à des événements pareils. Alors, vous avez évoqué des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des déplacements massifs, une déportation ethnique et même un génocide. Ce sont là des qualificatifs graves qui, je peux dire, qui sont extrêmement lourds. Pouvez-vous expliquer simplement à notre audience c'est quoi la différence ou bien la distinction de chaque chose que vous avez présentée au niveau de la Cour? Absolument. Mais écoutez, je vais peut-être donner des exemples précis. Si je prends les événements qui sont passés à Minembwe ces derniers mois, avec des bombardements indistincts de la population civile, avec des drones et avec des bombardements par voie militaire, le fait que on bombarde la population civile sans se préoccuper de sa situation, sans le moindre égard pour cette dernière, c'est techniquement un crime de guerre. La guerre, c'est un affrontement entre des armées régulières, mais ce n'est pas un affrontement qui prend les populations civiles en otage et qui tue les populations civiles. Donc nous avons documenté par exemple cet aspect-là sur les crimes de guerre qui ont été commis. Au même titre que vous savez que pendant cette période de bombardement, des troupes burundaises associées avec les FARDC ont procédé à un blocus humanitaire pour l'accès aux biens essentiels pour la population de Minembwe. Mais il est clair que ce blocus-là est également une atteinte très grave à des droits fondamentaux. Si je prends des problèmes de torture que je peux vous décrire, nous avons des listes de personnes qui ont été transférées à Kinshasa, pour lesquelles il n'y a pas eu de procès, pour lesquelles il y a eu une mise en détention sans aucune notification des reproches. Donc toutes les règles de procédure en vigueur en République démocratique du Congo, où vous avez des règles de procédure qui existent et qui doivent être respectées, ben, ces règles de procédure n'ont pas été respectées. Vous avez eu des faits que j'ai, par exemple, présentés, des faits d'anthropophagie sur des personnes civiles, des commerçants Banyamulenge. Nous avons d'ailleurs à l'époque apporté la preuve des faits avec vidéo, etc., l'identité des auteurs. Nous avions les témoins, nous avons déposé les plaintes et elles sont restées sans suite. En ce qui concerne les déportations massives, c'était d'ailleurs un des éléments qui a fait pour moi déclic dans ma décision d'accepter la défense des Banyamulenge. Je pense que la population historique de la région de Minembwe était de plus de 100 000 habitants. C'était une population importante. Aujourd'hui, si vous en avez encore 40, 45 000, c'est beaucoup. Le reste de la population a fui, s'est installé dans d'autres pays, dans des camps de réfugiés.
et beaucoup d'habitants ont été tués. Donc nous avons tout ça. Et donc je pense qu'on est vraiment dans des problèmes de crimes contre l'humanité. Alors je voudrais revenir au débat sur le génocide. Si vous suivez bien mes interventions, vous savez que je suis toujours très prudent sur l'utilisation du mot génocide. Pour ma part, je considère que l'utilisation de cette expression a une validité juridique à partir du moment où c'est reconnu par des cours et tribunaux dont l'indépendance est certaine et qui ont été en mesure de se prononcer à cet égard. Donc, dans l'intervalle, j'utilise l'expression d'épuration ethnique parce que je crois vraiment que c'était ça qui était en jeu. Et d'ailleurs, les discours... Et vous pensez que dans les contextes de ce que vous avez présenté, il y a eu épuration ethnique là-bas? Ah oui, ça c'est certain. Ça, je suis totalement convaincu. Alors, si vous parlez de l'épuration ethnique, c'est que ça élit automatiquement le mot que vous refusez, qui est le génocide. Alors, je vais utiliser tous les mots. L'épuration ethnique vise à faire en sorte qu'une population quitte un territoire. Le mot génocide vise à l'élimination physique, complète ou partielle des membres d'une communauté. Mais alors, dans le haut plateau où vous avez été, ou plutôt où l'enquête ou bien les personnes qui ont accusé, il n'y a pas seulement les Batulingue qui habitent. Il y a d'autres communautés. Mais pourquoi vous avez seulement porté la voix des Batulingue et non le Banindu, les Bafoulis ou autres qui ont subi les mêmes bombardements aussi? Alors, vous abordez une question vraiment importante. Vous devez savoir que nous, comme avocats, nous ne sommes pas en charge de la globalité des questions judiciaires qui se posent dans un pays. Nous sommes en charge de la défense des intérêts de personnes qui nous donnent des mandats. Et quand nous recevons les mandats, nous avons à vérifier s'il n'y a pas de conflit d'intérêts. S'il y a un conflit d'intérêts par exemple, entre des groupes, je ne sais pas être dans une entreprise, être à la fois le conseil de l'employeur et le conseil des organisations syndicales. Je dois faire un choix. Si je prends une des parties, je ne dois pas prendre l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre partie n'a pas le droit à la défense et n'a pas le droit à faire valoir sa position. Et j'ai été frappé parce que vous abordez cette question. Dans les témoins que nous produisons, nous avons des témoins d'autres communautés qui s'expriment également sur les faits litigieux parce que, bien entendu, cette stratégie de bombardement sans égard à la situation militaire, c'est-à-dire je peux attaquer, je peux bombarder le camp militaire d'autrui, mais je peux pas comme ça détruire les demeures, les hôpitaux, les écoles, etc., les yeux fermés. Cette stratégie-là a évidemment eu des effets collatéraux pour d'autres communautés que la communauté Banyamulenge. Et d'ailleurs, chaque communauté qui est en souffrance a droit au respect. Alors, vous avez notamment mis en cause le président Félix Tshisekedi. Alors, sur quel élément précis fondez-vous, si je peux dire, cette mise en cause ou bien cette mise en accusation? Oui, donc ce n'est pas moi qui le fais, ce sont mes clients. Non, pas vous, mais les gens qui vous ont mandaté. Voilà, c'est important de le savoir. Alors, je pense que le point essentiel pour comprendre la démarche est lié à l'analyse de la situation factuelle. Quand vous avez des crimes du type de ceux que nous avons dénoncés, les discours de haine, les actes d'anthropophagie, les arrestations arbitraires, les opérations d'assassinat qui touchaient
les Banyamulenge lorsqu'ils vont et viennent, etc. À chaque fois, nous avons déposé des plaintes. Et à chaque fois, nous avons alerté l'appareil d'État. Or, qu'est-ce que la bonne doctrine et la bonne jurisprudence nous enseignent concernant des faits comme ceux-là? C'est que si l'appareil d'État fonctionne, dès lors que ce sont des comportements susceptibles de constituer des infractions pénales, et ici ce sont des infractions pénales très graves, les discours de haine, quand vous dites que les femmes Tutsi ou Banyamulenge se mettent dans votre lit et font ensuite l'amour avec d'autres hommes pour faire une invasion de Tutsi dans la région, comme l'a dit M. Kenge. Quand vous dites que les Tutsis se cachent sous vos lits pour mieux vous faire de mal plus tard, comme l'a dit M. Bitakwira. Quand vous avez des discours de chefs de village ou de mouvements qui disent qu'il faut éradiquer le Congo de tous ces gens-là qui n'ont pas leur place, il est normal que l'appareil d'État se saisisse, qu'on interpelle les auteurs de ces infractions et que on pose des actes pour qu'ils arrêtent, qu'ils cessent leur comportement infractionnel. Or, ce que nous avons constaté pendant plusieurs années, c'est l'inverse, c'est-à-dire la carence de l'appareil d'État, le silence de l'appareil d'État. Alors, c'est à ce titre-là que vous accusez que ceux qui vous ont mandaté accusent la complicité du président Félix. Et ça va même plus loin. Si vous dites que ça va plus loin, si vous dites que ça va plus loin, est-ce que vous avez avec vous soit un dossier, des éléments établis, un ordre direct ou une connaissance de quelque chose directement lié à lui qui a donné ordre? Alors, il y a deux éléments. Ouais. Il y a un premier élément qui est vraiment tout à fait révélateur, c'est que les auteurs d'un certain nombre de discours qui prônent cette épuration ethnique et qui prônent cette élimination des Banyamulenge de la commune, des territoires où ils vivaient de façon ancestrale, ces discours-là qui sont prononcés par des personnes qui ont été reçues par les ministres, qui ont été même reçus par le président. Là, je ne comprends pas. Vous dites qu'il y a même des ordres ou bien Je dis que nous avons dans notre communication fait la démonstration que certains auteurs de discours de haine ont été soutenus par le gouvernement et ont même été reçus par les autorités politiques au plus haut niveau. C'est-à-dire, ceux qui faisaient cette campagne ou bien ceux qui véhiculaient le message de haine ont eu des soutiens directs de hautes autorités, notamment le président. Et je vais plus loin. Vous avez une jurisprudence de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a une jurisprudence, notamment, et nous l'avons cité avec mon confrère Hervé Diakiese à propos de la plainte pour le Katanga, qui est celle de la complicité objective à raison du silence coupable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque dans un appareil d'État, vous avez des faits aussi graves qui se produisent et que tout le monde doit le savoir au niveau de la direction de l'appareil d'État, et que pendant des années, on ne fait rien et on accepte effectivement le déroulé mortifère qui se cache derrière ces comportements, à un moment donné, la Cour peut apprécier les événements et considérer qu'à la tête de l'État, c'est un véritable soutien qui est fait aux auteurs de ces actes. Et c'est ça qui est en jeu dans notre plainte et dans notre communication, c'est que nous disons, nous ne trouvons pas
Nous ne sommes plus en 2017, 2018, 2019, au moment où nous appelions à l'aide et nous crions demandant l'intervention de l'autorité. Nous ne sommes plus en 2021, au moment où nous avons saisi le procureur général d'une plainte qui fait plusieurs centaines de pages avec les témoignages complets des habitants Banyamulenge qui appelaient au secours et dont on a ri en la recevant. Nous ne sommes plus à ce moment-là. Nous sommes des années plus tard, avec les mêmes faits qui ont continué à se reproduire, les mêmes discours de haine qui se sont amplifiés, des comportements qui ont été maintenus de façon constante et à aucun moment des mesures effectives, et je pèse mes mots, des mesures effectives, c'est-à-dire arrêter les auteurs de discours de haine, les amener dans un procès contradictoire. Nous ne demandons pas une condamnation injuste, nous demandons un pouvoir judiciaire indépendant qui fasse appliquer la loi, d'autant que vous avez en République démocratique du Congo une vieille loi des années 60 qui réprime les discours de haine en matière de tribalisme et d'ethnisme. Si je vous comprends bien, cela veut dire que quelque part ou directement, le président de la République, Félix Tshisekedi, est accusé directement d'avoir donné un soutien à ceux qui ont commis ces choses et d'avoir gardé silence. Cela fait de lui un coupable direct. Mais ce n'est pas à nous de dire qu'il est coupable. Je ne dis pas que c'est pas à vous, mais selon ce que vous avez présenté, vos clients ont présenté. Je vais plus loin. Je crois que c'est très important que vous entendiez ce que je vous dis ici. Toute personne concernée par la procédure bénéficie d'une présomption d'innocence. Innocence, là on est d'accord. Et donc, ici, que ce soit M. Tshisekedi ou n'importe qui d'autre, il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais, dans la vision de nos clients, ce qui s'est produit ces dernières années ne peut être que le révélateur d'un comportement qui justifie des enquêtes et des poursuites. Et ça, c'est les victimes ont le droit de poser cette parole forte et de la soumettre à des juges à la Cour pénale internationale pour que ces juges se prononcent à ce sujet. Alors, si nous prenons le cas de ceux-là qui ont véhiculé le message de haine, les gens que vous avez cités, tels que les collaborateurs et les autres ministres, même ceux qui sont dans les médias qui ont mal retrouvé à côté du président. Est-ce qu'on peut savoir de qui il est question ou bien c'est encore fermé, ça ne peut passer? Alors, vous devez d'abord savoir une chose très importante au niveau de la Cour pénale internationale. La Cour pénale ne va pas poursuivre indistinctement tout le monde. Donc, dans les procès, remonter le plus haut possible dans la chaîne de commandement et les personnes qui sont au sommet de la chaîne de commandement seront celles qui seront poursuivies. Deuxième élément. En parlant de personnes qui sont sur la chaîne de commandement, et le plus haut gradé, c'est le président. Donc, si on doit poursuivre ceux qui sont sur la chaîne de commandement, c'est-à-dire lui aussi est indexé. Mais son nom est dedans, comme le nom du président du Burundi, comme d'autres personnes. Et c'est normal, puisque c'est bien dans cette approche-là que se situent nos mandants et qu'ils sont demandeurs que cette situation évolue au niveau judiciaire. Il faut quand même rappeler que nous avons de nombreuses plaintes qui sont restées mais sans aucune suite alors que tous les éléments factuels étaient réunis. Je ne peux pas imaginer que de dossiers aussi sensibles, le procureur général, le ministre des communications que vous avez là, ce monsieur Mouyaya, le responsable, le porte-parole des forces armées, le chef d'État, la première ministre, tous ces gens-là ne soient pas au courant des plaintes
qui ont été portés à la fois par voie judiciaire, mais aussi par voie médiatique par nos clients. Mais est-ce que vos clients vous ont dit un jour avoir transmis certains rapports ou avoir passé les messages au gouvernement et que le gouvernement a tenu silence? C'est ce qui les a poussés à venir à la CPI ou comment? Vous pouvez poser la question à mes clients. Moi, ce que je peux vous dire, ont-ils manqué la justice? Ont-ils pourquoi ils ont préféré la CPI? Parce que il y a un critère de compétence objectif à l'intervention de la Cour pénale internationale. Et ce critère de compétence objectif, c'est l'absence de toute réaction de l'appareil judiciaire de l'État parti au traité de Rome. Donc, on ne peut pas saisir la Cour pénale internationale en première cour. On doit la saisir quand on démontre que toutes les interventions que l'on a faites au niveau du pays concerné sont restées sans suite. Et combien d'interventions vos clients vous ont présentées qu'ils ont tenues à la République? Est-ce qu'il y a des rapports des ONG présentés? Est-ce qu'il y a des rapports des églises? Y a-t-il des témoignages locaux de gens qui sont partis soit à l'auditorat, et je ne sais pas, au tribunal, au parquet, et qu'il est resté lettre morte? Ne vous inquiétez pas, nous avons un outil considérable. Je ne vais pas vous dévoiler, nous n'allons pas mener ici l'instruction du dossier, mais si on moi je cherche à savoir, est-ce qu'ils ont fini toute la procédure, elle n'a pas donné ce pourquoi ils sont venus à la plainte, c'est que nous avons des raisons de pouvoir la déposer et ne perdez pas de vue qu'une fois que l'enquête est entamée, ce que nous espérons, parce que ça ne dépend pas de nous, nous aurons beaucoup de gens qui vont être demandeurs de venir compléter l'acte introductif que constitue la communication article 15 que nous avons faite. Et dans la logique de la CPI, quand est-ce que vous pensez qu'elle pourra vous notifier? Alors ça, c'est un peu je l'ai dit d'ailleurs à mes clients, c'est mon point de frustration. En fait, il y a quelque chose de positif et de frustrant avec le système judiciaire de la Cour pénale internationale. L'aspect positif, c'est que si vous regardez l'histoire judiciaire contemporaine, après la Seconde Guerre mondiale, les États, nations, ont commencé à créer des outils de justice internationale ou des outils pour apprécier au niveau international les comportements les plus graves qui sont commis à l'intérieur des États-nations. L'effectivité des outils mis en place, ça, c'est vraiment le travail à mon avis, qui attend les juristes au XXIe siècle, c'est-à-dire qu'au-delà de l'existence de l'outil, au-delà des déclarations de droit, il faut que ça puisse être mis en œuvre effectivement dans les États et que ça puisse sortir ses effets. Moi, je suis un peu frustré de la lenteur de la Cour pénale internationale. Je l'ai dit d'ailleurs avec respect, parce que je sais que les personnes qui concrètement travaillent à la CPI, que ce soit les équipes d'enquêteurs, certains membres du bureau du procureur, les magistrats, sont des gens très compétents et qui aimeraient bien que le système évolue mieux et plus vite, qu'il ait plus l'appui des États, parce que pour que les opérations soient bien menées, il faut l'appui des États. Alors, les États appuient la CPI lorsque leurs intérêts sont préservés. Ils ont tendance à ne pas appuyer la CPI lorsque c'est une évolution judiciaire qui ne correspond pas à leur attente. C'est tout le problème de l'indépendance de la justice internationale. Alors, de toutes les preuves que vous avez présentées, que vos clients ont présentées, quelle est la preuve qui vous a plus marqué et qui vous a dit il faut que cette histoire trouve solution? Moi, comme homme, écoutez, je trouve que la question majeure
La ligne rouge de tout ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, c'est retrouver les vieux impératifs catégoriques du droit. C'est-à-dire le respect de l'autre dans son intégrité comme être humain, qu'il soit Hutu, Tutsi, Nandé, Emma. Ce qui me frappe dans la région des Grands Lacs, c'est la perte de respect de la dignité de l'autre au-delà des éléments de ses identités spécifiques, puisque la société congolaise caractérisée par toute une multitude de communautés avec ses habitudes, son histoire profonde qui mérite le respect. Donc pour moi, le vrai enjeu fondateur de ce qui se passe, c'est retrouver le respect des identités pour que les identités ne soient plus meurtrières. Ce qui me frappe le plus dans la région des Grands Lacs, c'est les identités meurtrières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, du fait que vous êtes porteur d'une identité autre, votre vie vaut moins. Donc il faut que l'on revienne à un autre regard sur l'être humain et sur le rapport à l'humain. Au même titre, vous savez, je l'ai expliqué dans certaines conférences, quand j'étais consulté je crois que c'était en 2019-2020 au début, je me suis rendu à Kinshasa et j'essayais de convaincre les autorités de mettre en place un système d'apaisement dans cette région avec un dialogue de proximité, village par village, proximité par proximité de chacun pour résoudre tous les problèmes quotidiens qui sont liés à la vie en commun entre les villages, dans la région, avec les origines différentes, etc. Et aussi de travailler sur le respect des identités, que ce soit au niveau scolaire, au niveau judiciaire, au niveau des hommes d'affaires, au niveau médiatique. Il y avait là tout un travail à faire. Et donc, pour revenir à ce que vous me dites, au fond, cette action à la CPI, c'est un aveu aussi d'échec de toutes ces tentatives, à la fois la tentative que nous avons faite de travailler ce dialogue respectueux et les tentatives qui ont été menées pour que dans l'ordre juridique interne, on restaure un état de droit où les valeurs fondamentales soient mises en place et respectées. Et je crois que c'est le travail fondateur dans lequel on doit aller. Alors, mon avant-dernière question, quelles sont les étapes à suivre maintenant, ou bien les étapes à venir après le dépôt de ces dossiers? Alors moi, j'aimerais continuer à alimenter le dossier. Donc, je suis en train de voir comment mettre en place des étapes ultérieures pour que ce dossier puisse continuer à être alimenté. Je crois que c'est très important. Nous allons aussi écrire au bureau du procureur pour solliciter un rendez-vous. Je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour que les équipes avec lesquelles le dossier va être analysé puissent à tout le moins nous recevoir. Elles peuvent refuser. Il peut y avoir des contingences politiques, diplomatiques ou autres, ou des pressions. J'allais même demander, est-ce que vous ne craignez pas ces oppositions politiques là? Et si ça se joue sur le plan diplomatique, elles ont dit non, votre dossier n'est pas recevable, ou bien rentrer, arranger, trouver solution au pays, comment vous allez faire? Est-ce que vous avez un autre moyen, une autre justice auprès de qui vous pouvez aller si celle-là ne vous donne pas suite? Ne perdez pas de vue une chose, c'est que ces crimes sont imprescriptibles. Ce qui veut dire, et moi j'ai toujours dit que la communication est une étape dans un travail de longue haleine. Permettez-moi ici de faire une petite digression. Quand j'étais jeune, il y a quelques années, après l'arrivée de Mandela en Afrique du Sud,
quand l'ANC a pris le pouvoir, j'ai eu des rendez-vous en Afrique du Sud et j'étais très marqué par le récit des luttes judiciaires qui ont été menées contre l'apartheid. Ces luttes se sont égrenées sur plusieurs générations. Alors, c'est vrai que quelque part, il y a quelque chose d'un petit peu frustrant du point de vue de l'avocat, que le combat soit pas son combat qui permette de faire basculer les choses. Mais moi, je dis toujours, je suis un bâtisseur de cathédrale. Donc, je suis un maçon qui ajoute une pierre à l'édifice. Et si nous sommes des milliers de maçons à faire ce travail-là, à long terme, il y aura un résultat. Donc, je me construis dans cette perspective de long terme. Je me construis en me disant que les crimes sont imprescriptibles. Et je me construis sur quelque chose que les hommes politiques ne peuvent pas ignorer. C'est que leur temps de vie politique est plus court que le temps du judiciaire. Et qu'un jour ou l'autre, peut-être, y aura-t-il un pouvoir judiciaire indépendant en République démocratique du Congo, et que ce pouvoir judiciaire pourra reprendre le travail que nous avons déposé actuellement entre les mains de la Cour pénale internationale. Ma dernière question, est-ce que cela veut dire qu'automatiquement la CPI doit commencer les enquêtes à ces sujets, ou bien les enquêtes peuvent durer même 20 ans avant qu'elles soient lancées? Je laisse à la CPI et au bureau du procureur toutes ces prérogatives. Je serais vraiment présomptueux à me mettre à leur place. Moi, je suis un auxiliaire de justice. J'ai fait mon travail. J'ai collecté les preuves, j'ai réuni les mandats, j'ai constitué un dossier, je le soumets. J'espère avoir fait du bon travail pour les autorités de la Cour pénale internationale. Je maintiens le dialogue avec elles et je le fais comme tout avocat doit agir, c'est-à-dire dans le respect des institutions judiciaires qui existent. Alors, merci M. Bernard d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous. Ça serait un plaisir. Nous vous avons pris à pied levé, mais prochainement, nous allons encore revenir si nous avons des questions vers vous. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Analyse. Ma porte est toujours ouverte et puis je vous remercie pour vos questions qui sont pointues et sans concession. Quand les êtres humains posent des questions sans concession, il y a une liberté de penser et une liberté d'échanger qui est une richesse humaine et je vous en remercie. Merci. Voilà. Merci à tout le monde qui venait de nous suivre. Analysons Congo, nous avons eu quand même l'exclusivité avec l'avocat Bernard, l'avocat auprès de la CPI qui venait de déposer la plainte de Banyamulenge. Vous avez compris que le plus haut instance de la RDC, ils sont cités et ils sont directement pointés du doigt. Lorsque nous étions en train de dire aux gens qui communiquaient pour le gouvernement, éviter des discours de haine, là vous comprenez lui-même l'avocat qui vous dit que lorsqu'il y a des gens qui sont en train de véhiculer des messages de haine et ils se retrouvent dans les sièges de la présidence, ils se retrouvent dans les sièges, ou bien on a vu tous des photos de communicateurs de l'IDPS qui propageaient la haine à côté du président et vous comprenez de qui il est question. Alors, la suite, nous vous demandons de rester connectés sur Analysons Congo. Merci pour votre aimable votre temps. Veuillez partager, abonnez-vous massivement et restez connectés avec nous. N'oubliez pas de souscrire à notre nouveau famille d'Analysons Congo. Nous avons demandé, nous avons laissé un message pour souscrire et devenir membre Analysons Congo. La vidéo explicative, elle est en bas, vous pouvez la suivre. Bonjour. Analysons Congo subscribers.